Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans le premier numéro de votre émission Carrefour des valeurs. Aujourd'hui nous recevons M. Modou Ndiaye, trader. Avec lui on va parler du trading, de la finance, de l'économie internationale et surtout l'économie africaine. Et bien sûr on va parler de la situation économique de notre cher pays, le Sénégal. M. Ndiaye, bonsoir. Bonsoir mon ami. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. La première question, pouvez-vous nous présenter votre cursus scolaire? J'ai commencé l'école primaire, comme on dit très souvent, au Sénégal, à Diourbel. Ensuite, je suis venu à Dakar, à Guédiawaye, après 6 ans passés à Lambaye. Ensuite, j'ai effectué la plupart de mes études secondaires à Guédiawaye. Ensuite, au lycée Limamoulaye. Après le baccalauréat, je suis venu en France. D'excellence. Oui, c'est ce qu'on dit. Ensuite, je suis venu en France en 2006 après mon baccalauréat et depuis, je vis à Rouen. J'ai fait mes études en mathématiques, informatique, économie, assurance à l'université de Rouen et à l'INSA de Rouen et aujourd'hui, je travaille en tant que trader. Jusque-là, le parcours est néanmoins classique, normal. Jusqu'au jour où vous avez été sélectionné parmi des milliers de candidats qui ont participé à cette compétition qui s'appelle les talents du trading. Oui. En fait, pendant mes études, je me suis passionné pour le monde de la finance, en fait. C'est-à-dire, à un certain moment, en 2008, j'étais en deuxième année de mathématiques appliquées. Il se passait beaucoup de choses dans le monde de l'économie et de la finance. Et les gens ne comprenaient pas ce qui se passait dans le monde. Il y avait un changement qui était en train d'être mis en place. Et pendant la crise financière de 2008, je me suis intéressé à la finance et à l'économie. Je voulais comprendre en fait les mécanismes qui mènent vers ces crises financières. C'est en faisant des recherches, en lisant et en allant vers des experts de ces milieux-là que je me suis rendu compte que c'était un monde où je voulais aussi moi aussi m'évoluer et comprendre les principes du monde de la finance. C'est ça qui m'a poussé à m'intéresser à la finance, faire des formations supplémentaires, aller voir des traders qui ont exercé ces métiers pendant 20-30 ans, comprendre la façon dont on analyse les marchés, quels sont les outils, les méthodes et les stratégies que les traders utilisaient. C'est ça qui a fait qu'à la fin de mes études, j'ai participé à cette compétition qui s'appelle les talents du trading, qui regroupait en fait des spécialistes du monde de la finance, des personnes qui vivaient au rythme des marchés financiers. Et sur les 2000 personnes, sur les 3 phases, j'étais 2 fois premier alors que j'étais le seul Africain de la compétition. C'est ça qui a fait que j'étais un petit peu connu. Mais c'était dans une suite de ma formation que j'avais fait cette compétition. D'accord. Vous êtes trader. Le trading, pour le grand public, en fait, c'est une activité financière qui est un peu méconnue. Pouvez-vous nous parler exactement de ce que c'est le trading? En fait, le trading, c'est... Un trader, c'est un commerçant. Ouais. Mais au lieu d'acheter des chemises, des pantalons, des salades et des tomates, on achète et on vend ce qu'on appelle des actifs financiers. Ça peut être des actions d'entreprise, des obligations d'entreprise ou d'État, des matières premières, échanger des paires de devises sur le marché qu'on appelle le marché du Forex. C'est ça le métier de trader. C'est-à-dire il faut une offre et de la demande et la confrontation entre l'offre et la demande, c'est ça qui fait un marché financier. Le métier de trader, c'est juste un métier de commerçant, mais on achète, on vend des parts d'entreprise, des obligations, etc. Tout le monde sait que le risque zéro n'existe pas. Effectivement. Mais qui dit trading, dit risque. Oui. Avec la volatilité des marchés, les imprévus, quels sont les paramètres de quantification du risque dans ce métier? En fait, comme dans tous les métiers du monde, il y a toujours des risques. Et souvent, les bénéfices et les profits viennent récompenser le risque. Donc, lorsqu'on exerce un métier de trader, il y a ce qu'on appelle des risk management, ou ce qu'on appelle le money management, c'est-à-dire la gestion, la partie qui concerne la gestion des risques dans le monde de la finance. Un trader, il prend des positions. On achète ou on vend, mais en calculant le risque en fonction du profit, ce qu'on appelle le take profit. C'est-à-dire, on a un objectif et on mesure le risque qui va avec cet objectif. Si on suppose que l'objectif est beaucoup plus important, ou bien si on perd sur une position, on peut gagner sur d'autres. Dans ce cas, on rentre en position. Mais la gestion des risques fait partie intégrante du métier de trader. C'est du calcul perpétuel en fait. C'est des calculs, c'est des stratégies, c'est de l'analyse qu'on va essayer de mettre en place. Et l'idée derrière, c'est de toujours faire un rapport, ce qu'on appelle le risk-reward, c'est-à-dire risque-rendement,
Et chacun, en fonction de l'aversion du risque, prend des positions. Vous tradez pour vos comptes propres? Je trade pour compte propre, je trade aussi pour des clients privés. D'accord. Est-ce un choix? C'est-à-dire, si on parle le trading du compte propre, qui représenterait en fait la plus petite partie des activités financières par rapport, on le rappelle, du trading de flux. Est-ce que vous avez fait le choix de se basculer sur le trading En général, le trading... Vous faites les deux en même temps. Voilà. Et en général, le trading du monde du compte propre, souvent, il y a plus de monde que ça en fait. C'est-à-dire, souvent, des personnes qui ont exercé des métiers dans des fonds d'investissement, des banques, etc., souvent, ces personnes qui ont acquis de l'expérience se mettent à leur propre compte. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous travaillez pour une banque ou une compagnie d'assurance ou un fonds d'investissement, en tant que trader, votre rémunération, c'est quasiment 5% des gains que vous rapportez, au-delà du salaire. Et lorsque vous êtes à votre propre compte, vous gagnez plus que ça. C'est pour ça que beaucoup de traders qui ont acquis de l'expérience souvent préfèrent se mettre à leur propre compte. La faute professionnelle la plus chère au monde du travail a été commise par un trader. Tout le monde connaît l'affaire Jérôme Kerviel, qui a fait perdre 5 milliards d'euros à Société Générale. Oui. J'ai envie de demander jusqu'où peut aller la dérive boursière. De toute façon, comme beaucoup de personnes, même ici en France, les gens ne comprenaient pas ce que faisait réellement Jérôme Kerviel. Jérôme Kerviel, nous qui sommes dans le monde de la finance, on sait que Jérôme Kerviel n'était pas ce qu'on appelle un trader. Il était ce qu'on appelle... On l'a présenté médiatiquement. Voilà, exactement. Ça, c'était une faute que les médias ont fait ici en France et partout dans le monde. Jérôme Kerviel était ce qu'on appelle un market maker, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui apportait de la liquidité sur les marchés. D'abord, son rôle au départ, c'était de contrôler ce que faisaient les traders. On a parlé tout à l'heure de la gestion des risques. Lui, son rôle, c'était de voir quels sont les risques que les traders ont pris qui pouvaient coûter très cher à la banque. C'était ça son métier de départ. Donc, il connaissait les rouages du monde de la gestion des risques. Et ensuite, quand il est passé au front office, c'est-à-dire l'enclave des traders, il s'est mis à prendre des positions qu'il dissimulait et que les personnes qui étaient censées contrôler, vu que lui, il faisait partie de ce monde-là avant, il maîtrisait les rouages et personne ne voyait ses positions. Et à un certain moment, la banque s'est rendue compte que Jérôme Kerviel a engagé des montants de 50 milliards de dollars. Ils se sont précipités pour déboucler les positions parce que 50 milliards de dollars, ça dépasse les fonds propres de la banque. Dans la précipitation, ils ont vendu les positions, ils se sont retrouvés avec 45 milliards de dollars. C'est ça qui a fait une perte de 5 milliards. Connaître l'ABC de la finance ne suffit pas pour être un bon trader. Mais tout le monde sait que c'est un milieu stressant, sous pression. Quelles sont les capacités psychologiques? Parlez-moi de la psychologie du trading. Moi, je pense que vous avez évoqué le terme exact, en fait. C'est-à-dire, beaucoup de personnes sont dans le monde de la finance en faisant des études de mathématiques, d'informatique, de finance, d'économie, etc. Mais on voit aussi d'autres personnes qui viennent de d'autres domaines. Moi, je connais beaucoup de très, très bons traders, surtout qui ont des formations de sociologie, de pharmacie, etc., qui ne sont pas issus du monde de la finance. Mais ce qui va faire vraiment la différence sur les marchés financiers, c'est l'humilité. Quand on regarde les histoires qui ont jalonné le monde de la finance, on se rend compte que les personnes qu'on présentait souvent comme les extraterrestres du monde de la finance se sont cassés les dents à la fin parce qu'il manquait cette dose d'humilité. Et il y a cette dimension psychologique qui rentre en jeu lorsqu'on investit de l'argent réel sur les marchés financiers. Donc il faut une dose de prise de conscience, mais aussi d'humilité pour comprendre que le marché a toujours raison et accepter ce que fait le marché. Donc l'humilité est la principale qualité requise pour être un trader. Exactement. Et je pense que ce n'est pas seulement dans le monde de la finance, ça peut servir aussi dans d'autres domaines. D'accord. Vous, trader, je parle au pluriel, vous vous considérez plutôt comme des opérateurs de marché, des spéculateurs professionnels ou simplement des joueurs à risque? En fait, moi je considère le monde du trading comme un marché. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un marché où on achète ou on vend. Il n'y a pas d'obligation d'acheter ou de vendre. L'idée, c'est d'analyser le marché et de se dire, je vais me positionner sur telle entreprise parce que j'ai étudié sa stratégie, j'ai étudié ses plans financiers, que ce soit bilan, compte de résultats, les annexes. On regarde la stratégie d'une entreprise. Et si on pense que cette entreprise a un potentiel, nous, on apporte de la liquidité. C'est-à-dire, on achète ces actions
Et cet argent va servir à développer la stratégie de l'entreprise. Donc, s'il n'y a pas de finance, s'il n'y a pas de bourse, il n'y a pas d'entreprise. Parce que les entreprises ont besoin de capitaux et cet argent, ils vont venir le chercher sur les marchés. Les traders qui ont confiance en leur système vont leur confier de l'argent en achetant leurs actions. Parce que finalement, on a les intérêts alignés. Si on achète des actions d'une entreprise et que cette entreprise est mal gérée, elle ne va pas produire des dividendes, elle ne va pas produire des résultats. Donc le trader aussi perd de l'argent. Donc le trader a intérêt, si elle achète les actions d'une entreprise, que cette entreprise fasse des bons résultats. Sinon, lui aussi, il va perdre de l'argent. À quand l'enseignement du trading dans le pays, particulièrement au Sénégal? Je crois qu'au Sénégal, et comme dans beaucoup de pays en Afrique, surtout dans la zone UEMOA, on a une petite bourse qui s'appelle la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, avec actuellement une quarantaine de sociétés qui sont en côté pour les 8 pays. Je pense qu'il y a une manque d'informations sur les marchés financiers et qu'il y a beaucoup d'écoles de commerce, que ce soit au Sénégal ou dans les autres pays, qui devraient normalement mettre des formations ou bien incorporer ça dans des formations de finance, le volet trading, pour que des étudiants puissent comprendre le fonctionnement des marchés. Aujourd'hui, on est dans un monde de l'économie du savoir. Et pour se développer, on a besoin de capitaux. On a besoin de savoir comment on peut mobiliser ces capitaux. Et pousser les gens vers ces formations va permettre de mettre en place et surtout de créer des acteurs, des leaders qui seront capables de faire venir les capitaux sur notre pays pour pouvoir développer d'autres projets. Et si l'Afrique se tournait vers l'avenir? C'est le titre de votre dernier livre. Est-ce un questionnement optimiste ou une constatation réaliste? Moi, lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, je me posais plusieurs questions, mais il y a une particulièrement, je me disais, mais pourquoi l'Afrique, qui a tant de richesses, on ne va pas les citer, n'arrive pas à décoller? Pourquoi lorsqu'on cite les pays les plus pauvres de la planète, quasiment plus de la moitié sont des pays africains, alors que l'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres? L'idée, c'était de me dire, quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place pour sortir finalement de cette précarité, pour sortir de la pauvreté? Sur le plan politique, économique, social et moral, quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place? Souvent en Afrique, on a tendance à accuser les autres, dire que si l'Afrique est toujours derrière, c'est parce qu'elle a été colonisée, il y a eu la traite négrière, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'en Afrique, on dépasse ce débat-là. Il est temps d'agir. Il faut agir sur les leviers qui vont permettre la transformation structurelle de nos économies. Accuser les autres, c'est bien, mais ça ne développe pas l'Afrique. Si on veut développer l'Afrique, l'Afrique doit mobiliser à la fois les ressources humaines, les ressources naturelles et l'ensemble des talents et des compétences dont elle dispose pour pouvoir bâtir des plans et surtout de les mettre en œuvre. L'idée dans cet ouvrage, c'était de dire que cette Afrique dont moi je rêve, c'est possible, mais il faut que les Africains soient au premier rang pour mettre ces stratégies en place. Vous dites que ce livre est la somme des années de trading, de réflexion, de formation et de la recherche. Est-ce qu'au final, c'est pour donner des esquisses de solutions en fait? L'idée, c'est ça, parce que tout simplement, on n'écrit pas un livre pour soi. Lorsqu'on écrit un livre, on le fait pour les autres, en disant que, moi, en ce qui me concerne, l'idée, c'était de dire, voilà des plans, des stratégies, des solutions qu'il est possible de mettre en œuvre. C'était ça le plus important dans cet ouvrage. Parce que l'écrire pour moi-même, ce n'était pas important, parce que j'ai fait des recherches pendant plusieurs années, je me suis renseigné sur les plans de la Banque mondiale, FMI, tous les plans qu'on a appliqués en Afrique, ça n'a pas donné de résultats. Aujourd'hui, il est très important que l'élaboration des plans soit endogène, qu'on fabrique nos propres plans en fonction de nos besoins, en fonction de nos richesses et en fonction des ressources dont nous disposons, pour avoir des plans qui vont partir du bas vers le haut et qui sera très facile de les mettre en œuvre. Et pour ça, il faut ce qu'on appelle une croissance inclusive qui va permettre non seulement d'avoir de l'emploi pour des jeunes et des femmes de notre continent, mais aussi créer plus de richesses, plus de valeur ajoutée, et ça va passer nécessairement par l'industrialisation. Est-ce que vous avez fait de telle sorte que ce livre, qui est un plan crédible en fait, comme vous l'avez dit, soit entre les mains des personnes les plus placées pour son exploitation en fait? En tout cas, j'ai fait tout pour,
parce qu'il y a quand même des autorités, des personnes qui sont reconnues dans le monde de l'économie et de la finance, et je dirais même dans le monde politique en Afrique, qui ont des exemplaires, notamment le président de la République de notre pays, le président Macky Sall, il a un exemplaire. J'espère qu'il va le lire et qu'il va trouver des solutions par rapport aux problèmes d'emploi, par rapport aux problèmes de gouvernance, par rapport aux problèmes surtout de financement, parce que notre économie, on a besoin de financer notre économie. Et il y a un chapitre qui est consacré au financement. Quels sont les mécanismes de financement qu'on peut mettre en place pour financer des projets publics et aussi des projets privés et dans le domaine de l'entrepreneuriat avec des coûts très faciles. Si je vous dis le 20 novembre, ça vous dit quoi? 20 novembre, vous allez m'aider. Le 20 novembre de chaque année, c'est la journée mondiale de l'industrialisation de l'Afrique. Oui. Une journée décrétée par les Nations Unies depuis 2000. Aujourd'hui, on est à la 15e année où tout le monde se dit prêt à vouloir aider l'Afrique à s'industrialiser. L'industrialisation de l'Afrique, ça urge. Ça fait 55 ans qu'on parle de l'industrialisation de l'Afrique et on n'a toujours pas encore arrivé à transformer structurellement nos économies. Souvent, les matières premières sont exportées de façon brute. Ces mêmes produits reviennent en Afrique avec de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de l'emploi créé dans d'autres continents, de la richesse créée dans d'autres continents, et qu'en Afrique, nous avons des taux de chômage élevés, alors que la transformation de l'Afrique permettra de créer plus d'emplois, permettra de créer plus de valeur ajoutée sur notre continent. Donc nous, nos dirigeants et les partenaires de l'Afrique doivent arriver à résoudre ce problème d'industrialisation de l'Afrique en passant par des politiques qui sont adaptées à nos besoins, des politiques qui sont adaptées à nos ressources naturelles et ressources humaines dont nous disposons pour partir de ce que nous faisons de mieux pour transformer structurellement nos économies africaines. C'est ça la clé de la transformation économique de notre continent. Une industrialisation, ça demande des moyens. Ça demande des moyens. C'est surtout financier. Exactement. D'où ça va venir tous ces capitaux? D'abord, l'Afrique a les matières premières dont elle a besoin pour accélérer cette transformation. Ce qui reste d'abord, c'est des capitaux. Parce qu'il faut des fonds pour pouvoir transformer ces matières premières sur place. Mais aujourd'hui, l'Afrique peut aller moins de se procurer l'ensemble des fonds dont elle a besoin pour accélérer ces processus de transformation. Mais pour ça, il faut un leadership vertueux. Des personnes qui exercent le pouvoir tout en sachant que leur objectif ultime devrait normalement être la transformation structurelle du continent. Dans ce cas, ils vont allouer les fonds dans des projets porteurs de croissance et surtout des projets qui vont transformer l'Afrique au lieu de consacrer ces fonds à des choses qui ne rentrent vraiment pas en compte en ce qui concerne les besoins des populations et surtout des investisseurs. L'idée, c'est avoir des leaders qui sont capables de mettre en place et surtout de mettre en œuvre des projets d'industrialisation du continent. La production industrielle africaine représente 1% de la production mondiale. Pour vous, qu'est-ce qui freine l'attraction du fonds étrangers, des capitaux étrangers en fait dans nos pays? En fait, il faut savoir sur les 15 dernières années, les investissements directs étrangers vers le continent ont été multipliés par 10. L'Afrique, c'est que 3% du commerce international. Cette transformation dont elle a besoin ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut une certaine vision. Le développement, c'est d'abord du rêve. Il faut une certaine ambition que les décideurs doivent mettre en place pour pouvoir permettre au peuple de suivre cette transformation. Il y a des capitaux qui arrivent en Afrique ces dernières années, mais ces fonds ne sont pas alloués de façon optimale. Mais c'est pour ça que les autorités publiques doivent continuer d'améliorer le climat des affaires pour mettre en place des réformes qui vont faciliter davantage de capitaux, d'investissements. D'abord, des investissements au Sénégal, en Afrique, d'abord avant d'ouvrir la porte aux investisseurs internationaux. Mais il faut des mesures fiscales, incitatives pour permettre à ces entreprises, permettre à ces investisseurs de pouvoir investir sur le continent. Parlons aussi des obstacles. Exemple, la malgouvernance dont vous avez parlé dans le livre, ce qui pose un problème de gestion des ressources publiques. Ça aussi, ça bloque. De toute façon, la mauvaise gouvernance et la corruption freinent le développement.
Le monde de la finance, de l'investissement repose sur un seul mot, c'est la confiance. Du moment où les investisseurs ont confiance, ils peuvent investir dans un pays avec des projets porteurs. Mais si la confiance disparaît, et souvent la cause c'est la corruption et la mauvaise gouvernance, tout disparaît. Donc la mauvaise gouvernance entraîne le sous-développement parce qu'il n'y aura pas de capitaux pour pouvoir transformer les potentialités en projets concrets et réels. Donc souvent les autorités qui ne font pas dans la bonne gouvernance entraînent finalement le déclin de leur pays. Le président Macky Sall a décrié devant les chefs d'État européens l'évasion fiscale et le transfert illégal des capitaux des multinationales basées sur l'Afrique, ce qui représenterait quelques 6 milliards d'euros, qui est supérieur à l'aide financière pour le développement de l'Afrique. Est-ce n'est pas venu le temps de revoir la coopération Nord-Sud? Moi, je pense que le problème que vous venez d'évoquer, c'est un problème mondial. C'est la même chose en France, aux États-Unis, partout. L'évasion fiscale dans des conditions douteuses, c'est partout. Mais en ce qui concerne l'Afrique, c'est beaucoup plus grave puisque l'Afrique ne dispose pas de beaucoup de ressources pour pouvoir se permettre ce luxe-là. Maintenant, l'idée pour les autorités politiques, c'est de pouvoir mettre en place des contrats transparents avec les multinationales. J'ai parlé un jour avec une personne très haut placée ici en France. Il m'avait dit que lorsque les gouvernements africains souvent discutent des projets, des matières premières souvent avec des multinationales, ils font appel à des experts de la Banque mondiale, du FMI, etc., qui vont négocier à leur place. Aujourd'hui, il se trouve que les pays africains ont quand même des compétences et des talents qui sont capables de négocier pour défendre les intérêts des peuples, pour défendre les intérêts des populations. Mais il existera toujours ce soir, basé ou porté sur l'extérieur. Donc, ça pose un problème. Lorsque les multinationales arrivent en Afrique, ils viennent avec une armée de financiers, d'experts comptables, d'avocats, d'experts dans tous les domaines. Et malheureusement, souvent, la table d'en face, composée des ministres, il n'y a pas les mêmes compétences. C'est pour ça, souvent, lorsqu'ils signent ces contrats et que le grand public découvre cette situation, souvent les gens sont dans la rue parce qu'on se demande comment on peut signer un tel contrat où la majeure partie des ressources et des biens vont partir à l'extérieur. La richesse sera créée à l'extérieur alors que nous qui disposons ces ressources humaines, nous ne bénéficions pas assez de ça. Donc je pense que c'est une situation déplorable, mais comme je disais tout à l'heure, il faut des leaders qui incarnent une vision, des leaders qui proposent des projets concrets, des projets crédibles pour pouvoir mobiliser l'ensemble des ressources, mais mobiliser aussi l'ensemble de la population pour transformer ces projets. Il faut expliquer à chaque citoyen quel est son rôle, quel rôle il peut jouer dans le processus de transformation. Il n'y a que de cette façon qu'ensemble, nous pouvons bâtir une nation, bâtir un pays émergent finalement. Parlons du franc CFA. Beaucoup pensent que c'est le principal frein pour le développement de l'Afrique. Quelle est votre position là-dessus? Moi, lorsque j'étais étudiant, je me rappelle, chaque fois qu'il y avait un débat en France sur le franc CFA, je prenais le train et j'allais pour certainement lever la main et dire oui, c'est un scandale, etc. J'ai écouté les arguments des personnes qui sont pour qu'on garde le franc CFA. J'ai écouté les arguments des personnes qui sont pour qu'on se débarrasse du franc CFA. Il faut savoir qu'un système monétaire parfait n'existe pas. Ici en France, et je dis en Europe de façon beaucoup plus générale, tous les premiers jeudis de chaque mois, l'ensemble des gouverneurs des 27 pays de la zone euro se regroupent pour voir quelle orientation l'euro va prendre. Mais en ce qui concerne le franc CFA en Afrique, moi mon rêve, ce n'est même pas le franc CFA, c'est d'aller à un moment où en Afrique, les 54 pays auront la même monnaie. Est-ce que cette monnaie sera payée par rapport à l'euro ou est-ce que cette monnaie sera payée par rapport au dollar? Je pense que dans ce cas, les spécialistes, les économistes, les banquiers centraux, les personnes qui s'occupent de ces questions devraient normalement demander au peuple quelle orientation nous devons prendre pour la monnaie que nous allons mettre en place dans le futur. La zone franc est composée de 16 pays qui ont l'obligation
de déposer 50% de la réserve de change au trésor français? Et où la souveraineté? Moi, je pense que c'est une question très très pertinente. Aujourd'hui, il est temps qu'on relance un certain débat sur ça. Il y a quelques semaines, c'était le Forum économique de la francophonie. Et j'avais posé cette même question au ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, parce qu'il y avait les chefs d'État africains. On avait évoqué cette question. Il était là, moi je lui ai posé la question pour savoir quelle est la position de la France par rapport au franc CFA. Parce que on en parle beaucoup en Afrique, mais aujourd'hui, il est temps de relancer ce débat et de voir comment on peut utiliser les réserves qui sont au trésor français, ces réserves, comment on peut l'utiliser pour développer des projets en Afrique. Mais Macky Sall, lors de son passage en 2012 à Dakar, avait incité les gouverneurs des banques centrales africaines à plus utiliser ce fonds. Exactement. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est stocké toujours. Exactement, vous avez parfaitement raison. François Hollande, lorsqu'il était venu à Dakar, il avait demandé pour qu'en Afrique, on ait plus des projets pour utiliser davantage les réserves. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que les autorités africaines ont élaboré des projets, venir ensuite dire au trésor français, maintenant on veut mobiliser ces fonds pour développer ces projets? Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous, les profanes, nous ne comprenons pas dans cette situation. 75 milliards d'euros, quelques 4 000 milliards de francs CFA, c'est énorme. C'est une somme assez importante. J'espère que ça sera utilisé, en tout cas pour le bien de l'Afrique. Bien sûr. Certains pensent aller plus loin, jusqu'à la création de la monnaie unique. Est-ce possible même? Ben oui, c'est possible, certainement. Mais encore une fois, je pense qu'il faut que les gens comprennent que la monnaie, d'abord, c'est une question des spécialistes. Et surtout, une question de volonté politique. Il faut que les autorités africaines et aussi les banquiers centraux comprennent que l'avenir de l'Afrique ne se trouve pas forcément dans ces mécanismes-là. L'avenir de l'Afrique doit être élaboré pour l'intérêt des Africains. Je pense que sur cette question-là, les autorités, que ce soit en Afrique ou en France, ne veulent pas aborder ces questions. Et moi, je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas, mais la population a besoin de savoir. Et aujourd'hui, il est important de mettre cette question sur la table et de discuter de l'avenir du franc CFA et surtout de la monnaie que nous allons mettre en place. Mais souvent en Afrique, les gouvernements se succèdent, mais les problèmes restent. Depuis plusieurs décennies, on parlait d'une monnaie unique en Afrique. On ne fait que parler. Ensuite, il n'y a pas de résultat. Pour pouvoir se débarrasser d'un système qui ne nous convient pas, il faut que les gens soient capables de travailler, d'élaborer d'autres plans, d'autres systèmes monétaires. Mais si on est absent sur le terrain de l'action, si on n'agit pas, le plus simple, c'est de renoncer et toujours de continuer avec le même système. Et à un certain moment, pour pouvoir changer un système, il faut des leaders vertueux qui sont capables de mettre en place des projets, des systèmes, évoquer la question monétaire sur tout le continent parce que l'Afrique doit avoir sa propre monnaie. Sur tout le continent africain, on utilise le même franc, que ce soit au Maroc, à Dakar, à Abidjan, à Douala. Partout en Afrique, on doit pouvoir utiliser la même monnaie, payer avec la même monnaie. C'est ça la chose la plus importante que les autorités doivent mettre en place. Est-ce que tout ça, ce n'est pas un problème de gestion? Parce que ça sert à quoi de bomber le torse en prétendant avoir une nouvelle monnaie si on est incapable de la gérer? C'est ça que je viens de dire. L'idée, ce n'est pas de critiquer le franc CFA. L'idée, c'est de voir, nous, en Afrique, pourquoi nous ne sommes pas capables de faire ce que les autres continents ont réussi. Vous avez parlé de vertu, de l'éthique, c'est ça qui nous manque en fait. Donc à un moment donné, on n'arrive pas à... C'est une perle rare quand même. Mais je pense qu'en fait, en Afrique quand même, il y a un peu plus d'1 milliard de personnes. Et parmi ces 1 milliard, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent et qui sont capables de le faire et de faire de telle sorte que ces projets aboutissent. Mais une fois de plus, il faut que le peuple d'abord exige le développement. Une fois que le peuple exige ce développement, les autorités vont aller dans ce sens. Mais on ne peut pas, parce que moi je pense que l'Afrique cautionne quand même le sous-développement. Les Africains cautionnent ce sous-développement. Le jour où on devient exigeant par rapport à nous-mêmes, avant d'être exigeant par rapport aux autres, et se demander, est-ce que nous, on a réussi à renverser la situation? Est-ce qu'on a réussi à faire quelque chose pour sortir du sous-développement?
sur le plan individuel, Surtout. ensuite sur le plan collectif. Moi, je pense que d'abord, il y a un travail qu'on doit faire personnel, un travail personnel, ensuite évoquer d'abord sur le plan collectif l'ensemble des responsabilités. D'abord, qu'est-ce qu'on a fait pour sortir de cette situation et ensuite parler sur le plan collectif. Parlons de notre pays, le Sénégal. Il vient d'être classé parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. Qu'est-ce qui expliquerait pour vous cette morosité économique de notre pays? Moi, je pense que lorsqu'on parle du Sénégal, moi j'ai envie de dire souvent deux choses. Le Sénégal fait partie des rares pays en Afrique où il n'y a jamais eu de coup d'État, il n'y a jamais eu de conflit, il n'y a pas de problème de religion, il n'y a pas de problème d'ethnie. Le Sénégal est reconnu comme étant parmi les pays les plus démocratiques, les plus libres et les plus transparents dans le monde. Les plus stables, surtout sur le plan économique, sur le plan politique. Mais l'autre problème, c'est qu'on n'a pas réussi à transformer cet avantage démocratique en projet économique concret. Si nous sommes parmi les 25 pays les plus pauvres de la planète, ça veut dire que minimum, il y a presque plus de 30 pays africains qui font mieux que nous, Bien sûr. qui ne sont pas dans ce classement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré leurs problèmes démocratiques, malgré leurs problèmes, les conflits malheureusement que nous déplorons, que nous avons observés dans ces pays, sur le plan économique, ils font mieux que nous. Donc nous, la classe politique sénégalaise, ne continue de faire que de la politique. Et on observe que dans d'autres pays, on travaille, on bouge, on crée de la richesse, on crée de la valeur ajoutée, on crée de l'emploi, mais au Sénégal, on reste comme ça, on est fier de cette démocratie. Finalement, si on n'arrive pas à la transformer en opportunité économique, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que cette stabilité politique, cette démocratie, inspire la confiance qui entraîne automatiquement, si nous avons un climat des affaires favorable, des transferts de fonds, des investissements directs étrangers qui sont en hausse, mais nous n'arrivons pas encore à capitaliser le vent qui est favorable. Ce vent de démocratie, nous n'avons pas réussi à le transformer en opportunité économique et je trouve ça dommage. Le plan Sénégal émergent, ce plan qui a fait autant de bruit, quelle lecture avez-vous sur ce plan-là? Moi, je considère que le président de la République essaye de donner de l'ambition au peuple. Mais ce qui est plus important, à mon sens, c'est d'essayer d'expliquer à chaque Sénégalais quel rôle ce plan va jouer dans sa vie dans le futur. Est-ce que ces plans ont été élaborés pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais? Est-ce que ce plan va permettre sur le long terme de transformer la vie des Sénégalais? Il y a beaucoup de questions, il y a des réponses positives et des réponses négatives. Mais d'abord, ce qu'il faut faire, c'est que le mot émergent ne tombe pas comme ça du ciel. Moi, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, on me disait qu'en 2000, Dakar serait comme Paris. Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade, quand il était venu au pouvoir en 2000, il avait fixé la date de l'émergence du Sénégal en 2012. Compte tenu de ce qu'on nous disait lorsqu'on était jeune, et compte tenu de ce qu'Abdoulaye Wade disait, est-ce que c'est prudent de considérer que nous serons un pays émergent en 2035 alors que nous n'avons pas les fondamentaux nécessaires aujourd'hui pour pouvoir le faire? Un pays, on peut le transformer en 10 ans, en 20 ans. Mais est-ce que nous avons bâti un socle économique, un secteur privé dynamique pour pouvoir transformer notre pays? Les pays qui ont réussi à relever le défi de l'émergence et du développement, surtout aux États-Unis, ils ont eu dans le passé beaucoup d'entreprises dynamiques. Et aujourd'hui, ils ont Facebook, Google, Apple, etc. Je peux dire la même chose en Chine. Quels sont les champions, les entreprises au Sénégal qui sont dynamiques, qui vont conquérir le continent et qui vont conquérir le monde entier? Est-ce que vous pouvez me citer une entreprise au Sénégal qui est une entreprise d'origine sénégalaise, qui est panafricaine et je dirais même de façon internationale? Il n'y en a pas ou ça n'existe pas. Donc l'idée, ce qu'on n'a pas encore compris, c'est que le développement, ça se fait de façon endogène. Il faut favoriser la création de richesses dans notre pays, mettre en place un climat des affaires favorable
favoriser l'investissement, aider les gens qui prennent des risques pour développer une industrie dynamique. Ensuite, avoir des entreprises qui vont conquérir le continent et conquérir le monde. Le développement, l'émergence repose sur un système privé dynamique. Est-ce qu'il faut attendre jusqu'en 2035, 20 ans, pour voir le Sénégal émerger? Moi, je pense que le développement peut se faire en 10 ans. Mais ça demande, après, il y a une nuance entre l'émergence et le développement. Voilà, mais on peut partir de l'émergence. On peut dire l'émergence, comme ça, on ne va pas rentrer dans d'autres considérations. L'émergence du Sénégal peut se faire en 10 ans. Mais pour ça, il faut un leadership vertueux. Des personnes qui seront en place uniquement parce qu'elles ont les compétences nécessaires. Parce que si on prend des postes de responsabilité, on le donne à des personnes tout simplement parce qu'elles apportent des électeurs, 100 électeurs ou 200 électeurs. Ce n'est pas comme ça que nous allons développer notre pays. Je l'avais dit dans une interview avec le journal Enquête, on gagne une élection avec une coalition de partis politiques, mais on transforme un pays avec une coalition de compétences, de savoir et de savoir-faire. Est-ce que les autorités politiques sont capables maintenant de passer des partis politiques et regrouper l'ensemble des ressources, l'ensemble des personnes qui ont les compétences nécessaires dont le Sénégal regorge pour pouvoir transformer notre pays? Moi, c'est ça la question. Est-ce qu'on est capable de passer de la politique à la réalité? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est toujours dans la politique de la théorie? C'est-à-dire, si on parle des plans, des discours, à un moment donné, il faut sortir de tout ça pour aller à la concrétisation, à la réalisation, surtout l'exécution en fait. Moi, si j'avais un conseil à donner au président de la République, ce serait de miser sur la jeunesse. Aujourd'hui, les Sénégalais ne sont pas dupes. Faire une coalition de partis politiques juste pour remporter une élection, ça ne suffit pas pour gagner une élection. Abdoulaye Wade a perdu en 2012, le président Abdou Diouf a perdu en 2012, et si le président Macky Sall n'arrive pas à transformer la vie des Sénégalais, ce sera aussi le même résultat. Mais si les Sénégalais voient des résultats concrets, on n'a pas besoin de la classe politique pour réélire un président qui a très bien travaillé. Parce que la population est beaucoup plus importante que les personnes qui sont dans les partis politiques. Si les gens voient qu'il y a une amélioration dans leur vie, ils ont un travail, ils sont en formation, ils se font soigner lorsqu'ils sont malades, dans ce cas, ils vont voter pour tel président qui a réalisé ces choses-là. Mais ce n'est pas en regroupant l'ensemble des classes politiques qu'on croit qu'on va rester au pouvoir. C'est en travaillant qu'on va rester au pouvoir. Si on parle toujours de l'économie, le secteur informel, un secteur qui fausse parfois les données officielles et impacte sur l'économie nationale, quels sont selon vous les aléas du poids de ce secteur-là? Moi, je pense que le secteur informel est quand même une question très récurrente sur. On parle aujourd'hui de 60% voilà, travail actif. Exactement. Et pour moi, l'idée, en fait, c'est que nos autorités doivent quand même aider le secteur informel à se transformer. Leur apporter normalement la formation, des mécanismes simples de gestion d'entreprise pour pouvoir les aider à se formaliser. Parce que non seulement ça va permettre à l'État d'avoir plus d'impôts, bien sûr, avec une assiette fiscale beaucoup plus large, mais aussi permettre à ces entreprises-là de pouvoir faire recours à des prêts bancaires, à des fonds d'investissement, parce que le système financier a besoin d'exercer dans le domaine formel. Mais tant que ces entreprises restent dans ce système, elles ne pourront pas bénéficier des mécanismes financiers. Donc, pour pouvoir bénéficier de ces mécanismes financiers, ces entreprises ont intérêt à aller se moderniser et aussi se formaliser au niveau des chambres de commerce et d'industrie pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir des fonds qui vont venir les aider. Et pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Si la direction de la statistique, si la direction de la statistique dit que 60% de la population active se trouve dans le secteur informel, c'est extraordinaire. Donc, comment les activités informelles peuvent foncièrement profiter à l'économie nationale? Ça va se faire de façon progressive. La formalisation va se faire de façon progressive. Ce n'est pas en une journée ou en deux qu'on va dire que tout le secteur informel va se transformer. Ça va se faire de façon progressive. Mais ces acteurs-là, il faut leur expliquer quels sont les avantages qu'ils peuvent tirer
en devenant des entreprises formelles. Donc d'abord, ça passe par une certaine communication, leur expliquer ce qu'elles vont gagner et ensuite les aider à aller dans ce sens-là. En parlant de notre économie, 60% de notre population est dans l'agriculture, par exemple, alors que ce secteur ne contribue qu'à hauteur de 8% de notre PIB, ce qui veut dire que ce n'est pas très compétitif. Donc il faut accroître la productivité, parce que tous les pays qui ont réussi à relever le défi de l'émergence ont fait fondamentalement trois choses. D'abord, investir dans le secteur agricole. On ne peut pas prétendre être un grand pays tant qu'on n'est pas capable de se nourrir. Deuxièmement, investir dans la formation et l'éducation. 65% des Sénégalais ont moins de 25 ans. Donc lorsque vous avez une population jeune, vous avez intérêt à investir dans la formation et dans l'éducation. Troisième point, même si tous ces pays ont des histoires et des cultures différentes, ils ont fait ce qu'on appelle une ouverture des marchés. C'est-à-dire permettre non seulement aux Sénégalais d'investir dans des sociétés qui se trouvent dans notre pays, permettre à des Africains d'investir dans ces sociétés, mais permettre aussi à d'autres personnes qui vont venir de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, partout, de venir aussi investir dans ces sociétés. Je pense qu'il faut une certaine ouverture pour permettre à l'économie de décoller. Le chômage, l'échec scolaire, tout ça aussi favorise le fait que la jeunesse bascule sur l'informel. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il faut quand même un système éducatif très dynamique, surtout qui réponde aux besoins des entreprises. Parce que souvent, on parle de plusieurs diplômés. Il y a 200 000 personnes qui rentrent sur le marché de l'emploi au Sénégal. Il y a des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, tout simplement parce que les formations ne sont pas adaptées aux besoins des entreprises. L'Europe s'est réunie à Malte. Ils ont débloqué 1,8 milliard d'euros d'aide financière à l'Afrique, en contrepartie que l'Afrique stoppe l'immigration irrégulière. Est-ce un début de solution? Il y a toujours des tentatives. Mais la personne qui est en Syrie, en Afrique quelque part, et qui n'a pas d'opportunité économique, ira toujours chercher ces opportunités partout où elle se trouve dans le monde. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de continuer en Afrique de mettre en place des politiques qui vont permettre de créer de la richesse et de la valeur ajoutée sur le continent. Si les jeunes Africains ont des opportunités dans leur pays, ils ne vont pas aller ailleurs. Mais tant que ces opportunités ne sont pas sur place, partout dans le monde, les gens vont partir pour essayer de chercher ces opportunités. S'il n'y a pas des fonds qui vont freiner l'immigration, est-ce que c'est pas par rapport à ça que ce fonds a été alloué à l'Afrique? Ce fonds a été alloué à l'Afrique pour essayer de stopper l'immigration, mais je pense que un fonds ne peut pas stopper l'immigration. Ce qui va stopper l'immigration, ce sont des opportunités économiques concrètes pour la jeunesse. Macky Sall a jugé cette méthode discriminatoire quand on parle de l'accueil des réfugiés, alors que de l'autre côté, on met en place une autre politique pour stopper l'immigration africaine, enfin l'immigration des immigrés africains. Moi, je pense qu'il ne faut pas confondre les causes et les conséquences. Le plus important pour un dirigeant africain, c'est d'abord de mettre en politique des projets pour pouvoir permettre à sa jeunesse d'avoir des opportunités. C'est ça l'objectif premier. Le reste, pour moi, c'est secondaire. L'idée, c'est d'abord de créer les conditions d'une croissance inclusive dans notre pays, dans notre continent, pour pouvoir permettre à la jeunesse africaine de ne plus prendre le risque de périr dans l'océan. Donc, pour une autorité africaine, mettons d'abord en place des mécanismes. Ensuite, le reste, l'Europe, on ne peut pas obliger l'Europe de modifier ou de changer en fonction de ses objectifs. Ça, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est de créer les conditions de l'émergence de notre continent. C'est ça la question. Ma dernière question, c'est quel est votre message envers la jeunesse africaine et particulièrement sénégalaise? Moi, je suis très optimiste par rapport à l'avenir de l'Afrique. Une des raisons, c'est cette jeunesse qui est très dynamique, entreprenante et inventive.
Mais cette jeunesse aussi a besoin d'opportunités économiques. Cette jeunesse a besoin de formation, cette jeunesse a besoin d'être accompagnée, cette jeunesse a besoin d'être soutenue. Moi, je pense que c'est cette jeunesse-là qui va transformer l'Afrique. Aujourd'hui, que ce soit les acteurs politiques, économiques, doivent donner plus d'opportunités économiques à cette jeunesse pour que l'Afrique puisse se transformer par l'intermédiaire des jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement important qu'en Afrique, nous reconnaions quand même la place de l'innovation, la place de l'entrepreneuriat qui est essentiellement occupée par les jeunes. Nous devons leur donner plus d'opportunités, plus de savoir-faire pour que cette jeunesse transforme finalement le continent et ne quitte plus ce dernier. Et si l'Afrique se tournait vers l'avenir, c'est le livre de M. Modou Ndiaye, trader. Je vous le conseille, il est disponible à Harmattan au Sénégal et dans les librairies françaises pour ceux qui se trouvent en France. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. C'était Carrefour des valeurs sur la chaîne des valeurs. Bonsoir.